92, je voulais dire un peu plus en avant, après la conférence de Pôle à Paris, sur l'édit du président François Mitterrand, a demandé à conditionner les coopérations économiques, financières et l'assistance technique. Ces coopérations ont été subordonnées à la nouvelle vague de la démocratisation. Donc, il fallait instaurer la démocratie dans les colonies pour bénéficier de l'aide extérieure. Donc, voilà, le mot alternance est encore revenu. Et aujourd'hui, ça continue et je crois que c'est l'espoir. Maintenant, l'alternance, c'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est quand un parti politique majoritaire est au pouvoir, soit à la présidence, et à l'issue des élections libres, crédibles et transparentes, ce parti perd. Donc le président cède à la place de façon pacifique à un autre président démocratiquement élu. Et aussi, il y a l'alternance au niveau de l'Assemblée. Il peut y arriver dans les régimes parlementaires quand un parti dominant au Parlement perd lors des élections législatives, perd la majorité et devient minoritaire. Et à ce niveau aussi, il y a l'alternance. Donc au niveau de tous les appareils comme politique d'un pays, il peut y avoir l'alternance. Ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, puisqu'il y a des partis qui peuvent contrôler la présidence et ne pas contrôler l'Assemblée. C'est selon le type de régime politique que le pays a. Donc voilà, en quelque sorte, pour dire simple, c'est le renversement de la majorité au profit d'une nouvelle majorité qui se succède. Merci beaucoup pour cette brillante qualification. Bon, mais vous savez, le débat avec M. Sidia, comme je disais tout à l'heure, à vous donc d'être presque, si vous voulez, la moelle plénière de ce soir. Mais après, sinon, ce refrain alternance est actuellement dans la bouche de tous les Guinéens. Alternance, élection l'an 2015. Bon, et lorsque nous savons, on vient même de voir d'autres propos sur les forums dont vous êtes membre aussi sur les réseaux sociaux. On dit qu'il faut prendre l'exemple du Nigeria. Bon, mais est-ce que au niveau de notre pays, au niveau de la Guinée, cette coalition, cette attente entre l'opposition est possible pour qu'on ait une alternance en 2015? Vous savez, je vais vous donner quelques informations et puis chacun pourra faire son jugement. En Guinée aujourd'hui, vous avez le RPG a été très longtemps membre de l'international socialiste. Parce qu'il faut passer. Les États-Unis. Voilà, il faut placer les événements dans le contexte international pour comprendre ce qui se passe à l'interne, notamment en Guinée. Donc le RPG est au niveau inscrit au sein de l'international socialiste. Vous me suivez? Oui, je crois qu'il y a juste une seconde là, qu'on essaie de chercher M. Sidia depuis la Guinée. Voilà pourquoi vous avez le background de M. le technicien de l'autre côté. Mais vous pouvez pas. Ok, merci. Donc, je disais, voilà, vous avez le RPG Arc-en-Ciel actuellement et vous avez l'IFDG qui est officiellement inscrit au sein de l'international libéral. Ça, c'est les grands courants qui sont répandus aujourd'hui sur la scène politique internationale. Et vous avez l'international communiste qui a disparu à peu près avec l'explosion du bloc communiste, notamment l'Union soviétique, que vous vous rappelez. Donc, en Guinée, en 2010, si vous vous rappelez, Sidia est membre observateur, l'IFR est membre observateur de l'international libéral. Donc, c'est la droite de la politique guinéenne qui défend notamment le rôle réduit du gouvernement dans la vie des citoyens, accorde l'importance à la croissance économique par rapport au groupe des RPG Arc-en-Ciel qui pense que le gouvernement doit tout faire à la place des citoyens. Donc, l'implication du gouvernement sur le plan économique, sur le plan social, doit être croissante. Et donc, c'est le contraire chez les libéraux. Aujourd'hui, au niveau des partis libéraux, vous avez par exemple le Bloc libéral, vous avez l'IFR, vous avez l'FDG et tant d'autres. Les autres partis qui pensent que le gouvernement doit jouer un grand rôle
au sein de la population doit être impliquée dans l'économie, elles sont regroupées au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Donc, s'il y a bloc à bloc, mon souhait et le souhait de tous ceux qui pratiquent la politique serait que les gens soient alignés selon les doctrines politiques et non pas selon les régions ou les intérêts personnels. On a vu quand même Kouyaté qui est de la droite, qui a abandonné, qui a pris son parti et allé supporter le RPG en 2010. Ça veut dire que son parti n'est pas... La doctrine fait défaut, il ne croit pas à sa doctrine, je me dis. Donc, s'il y a question d'avoir une coalition, je voudrais que tous les partis, ou le moins le peuple voudrait que tous les partis de la droite se regroupent et choisissent un seul candidat pour faire face au candidat de la gauche en 2015. C'est le souhait. Et c'est le souhait de tous les analystes politiques pour qu'on quitte dans cette histoire de région ou de technique ou de tribu. Donc, le Nigeria, le plan a marché. Vous avez vu les partis progressistes qui sont APC qui a gagné les élections et observateurs de l'international socialiste au Nigeria. Et tous les partis d'obédience progressiste se sont regroupés pour faire la coalition. Il y avait au moins 5 partis. Et il y a eu 5 candidats. Ils ont organisé des élections primaires à l'interne. Et le président Buhari a été élu à l'interne, donc au primaire. En Guinée, il y a un seul parti qui est en train de demander un exemple nigérien, c'est Dr Fayam Limodo, à la tête du bloc libéral, qui a demandé depuis très longtemps de faire les états généraux de l'opposition pour déterminer un scénario de ce genre qui dit nous allons à l'interne, nous fixons derrière notre objectif à atteindre, et puis on fait des élections genre primaires pour choisir un seul candidat qui va conduire l'opposition de la droite au pouvoir pour permettre l'alternance en Guinée en 2015. Mais je voulais mentionner que l'alternance est une condition nécessaire, mais n'est pas aussi condition suffisante pour la démocratie, parce que les Africains, j'ai compris que les Africains ils comprennent, ils pensent que quand il y a des élections, ça veut dire qu'on a la démocratie. Désolé, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour parler de la démocratie. Parce qu'il y a l'index de la démocratie qu'il faut considérer, par exemple la liberté de la presse, l'organisation des élections transparentes et tant d'autres qui existent pour parler de démocratie et la séparation des pouvoirs notamment. Merci bien, monsieur, vraiment de voir de l'autre côté de la cabine technique. Cabine technique, est-ce que vous voyez appeler un peu qu'on a fait là, c'est prêt? Oui, monsieur Sidi Assira est avec nous dans 25 minutes. Voilà. Ok. Bon, on va juste donc prendre une petite pause de musique et puis nous allons revenir le temps pour nous aussi de relancer les informations au niveau de corriger nos informations au niveau de Facebook. Au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, Dr Germain Topa Bemou, le président de la diaspora forestière. Et à Kangor Moutoumongé, diaspora forestière, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Benela Wanane, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Wela Kwende à Kangor Moutoumongé. Henia Kemake Nani, Jean-Pierre Kilaboki, Dominique Kourou, c'est Jacques Monem. Et à Kangor Moutoumongé. Mapega Mambo, Bongo Moutoumongé. Jean-Baptiste Collier, Peke Sanyo, Bongo Moutoumongé. José Tupavoki, Bongo Moutoumongé. Antoine Akwekwe Voki, Seke Masai, Augustin Laville, Olama Nio, Kiamou la loi, Cameroun, Barem Suropogi, Manager. Antoine Ifono, Bongo Moutoumongé. Frédéric Saoura, Bongo Moutoumongé. Sois Loua, Bongo Moutoumongé.
Marcel Momou Lama et Kangoro Mutumo bienvenue à Sénégal Bongoro Mutumo Nyanganea Yves Samuel Haba depuis Londres Zemeta Bagese Bongoro Mutumo Misele Lua Bongoro Mutumo Tapagese Koli Bongoro Mutumo Elise Zofele Mouya Bongoro Mutumo Capitaine Moriba Bongoro Mutumo Kilavogui DJ Peter le soldier depuis les États-Unis. Résina Koli Bongoro Mutumo Nyanganea Manaka Frote Bongoro Mutumo États-Unis. Néma François Chérif USA. Daniel Lamont en France. Charles Moïse Soublemou Belgique. Diaspora Diaspora Forêt Nano Kalemae. Quelle bébé Kalemae. Diaspora America, Diaspora Europe, Diaspora Africa. Maria Kemakeni. Maman Céline, Céline Dinamo, Céline, Madame Bonamo. De pouvoir discuter de l'actualité, surtout avec l'invité de marque qui est en la personne de M. Sidia Touré, président de l'UFR. Également, pour décortiquer l'actualité de notre pays et l'actualité internationale avec mon confrère M. Chérif. Merci à vous. Je rappelle aux gens aujourd'hui que M. Haba donc, est docteur en droit pénal, si je me trompe. Et tout à l'heure, il va me corriger si c'est vrai ou pas. Et je dis encore bonjour à M. Jetomon depuis les États-Unis au Côte d'Utah. Et si nous écoutons, bonjour M. Jetomon. Oui. Docteur? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Ça va, docteur, et la famille? Tout le monde se porte bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci, Dieu merci. Donc, nous avons reçu donc le doléance de M. Sidia qui sera avec nous dans 10 minutes, plus précisément à 12h30. Et de mon côté, ce qui m'a fait peut-être 13h30 depuis de New York. Alors, est-ce que M. le Dr Jetomon, on vient de voir le truc au Nigeria et quel est votre sentiment par rapport aux élections au Nigeria avant de venir sur M. Haba depuis le Canada? D'accord, merci bien. Je voudrais d'abord vous remercier. Je suis très content de pouvoir quand même partager ce petit temps d'antenne avec vous. Parfois, nous avons bien l'intention de vous joindre dans certaines discussions, mais bon, nos obligations font qu'il y a un chevauchement d'emploi du temps et on n'arrive justement pas à vous joindre quand il le faut. Bon, en ce qui concerne les élections au Nigeria, moi je crois que c'est la suite logique d'une certaine organisation. Vous savez, en Guinée aujourd'hui, avec la pléthore de partis politiques et surtout avec l'implantation du RPG et les méthodes un peu cavalières que le parti au pouvoir est en train d'utiliser pour asseoir son pouvoir, et il faut bien qu'il y ait une sorte d'organisation. Il faut que les gens se rendent compte que pris individuellement, il sera très difficile à n'importe quel parti politique en Guinée. Et je dis n'importe quel parti politique, y compris même les partis qui sont supposés être grands partis politiques, de pouvoir prendre le pouvoir si ces partis ne s'associent pas aux autres. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les débats qui avaient fait rage autour d'un article qui était paru dans Guinée Presse Info. Moi, j'avais souhaité, et je crois que j'avais allumé certainement le feu. Je me suis dit qu'en Guinée aujourd'hui, la seule façon, si ce n'est pas la voie électorale que nous voulons faire partir
Alpha Condé du pouvoir, et il va falloir que les uns et les autres s'associent. Alors, je suis allé un peu plus loin d'ailleurs en disant que dans le cadre actuel, puisque nous n'avons pas, la loi des nombres n'est pas en notre faveur, il va falloir faire en sorte qu'on évite qu'il y ait des prises de position de part et d'autre, surtout des oppositions venant des grands partis, des supposés grands partis comme le RPG ou alors l'UFDG. Alors, j'ai demandé qu'on puisse se retrouver autour d'un candidat non Peul et non malinqué, parce qu'une candidature Peul va susciter directement une opposition malinquée et vice-versa. Alors, ça c'était, je crois que j'avais mis, disons, le feu à la base et ça n'a pas plu à beaucoup de gens. L'exemple du Nigeria, effectivement, je l'avais pointé en ce moment. Et bon, nous parlons ici de primaires. En fait, ce n'est pas des primaires qui ont été organisées au Nigeria, parce que les primaires, c'est comme ici. Les candidats font campagne et disent à l'électorat de les choisir. Mais au niveau du Nigeria, je crois que les gens se sont retrouvés, puisqu'ils ont quand même des positions, c'est de grandes personnalités, et ils avaient des positions qui étaient déjà connues, donc ils se sont retrouvés rapidement, à moins de 2 jours, ils se sont mis d'accord sur une candidature unique. Et c'est cette candidature unique, effectivement, qui a fait le poids devant Jonathan. Alors, nous disions que la même chose pourrait être faite en Guinée. Mais à l'heure actuelle, compte tenu du fait que, même au niveau des démarches qui avaient été entreprises, au niveau de certaines formations, surtout des formations de la Guinée dite forestière, les démarches qui avaient été entreprises avaient commencé à faire leur bon chemin, leur bon nombre de chemins. Mais la réalité, c'est que ceux qui étaient au rendez-vous n'étaient pas là tous avec conviction. Certains avaient justement voulu utiliser cette démarche pour, disons, avancer leur agenda personnel. Alors, ça s'est manifesté parce que les gens se rencontrent le matin, dans la soirée, effectivement, tout ce que vous avez décidé est déjà au niveau du palais. Alors, c'est ce qui a fait que nous avons dit qu'il n'y a pas de sincérité dans ce que nous entreprenons, et tant que nous ne venons pas avec l'idée et avec la conviction de pouvoir effectivement faire front commun, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est que nous sommes à la case de départ. Nous sommes de retour à la case de départ. Et c'est tant que les conditions sont comme ça, il nous sera très difficile de pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment, qui porte fruit. Aujourd'hui, je dois dire que les élections en Guinée, malheureusement, je dois dire, elles sont déjà verrouillées. Elles sont verrouillées comment? Parce que si c'est par voie électorale, vous pouvez compter sur ça. Alpha Condé va passer si c'est par voie électorale, parce que tous les ingrédients sont en place. Depuis la CENI, depuis, comment on appelle, le choix de l'opérateur technique, de textes qui ne sont encore même pas révisés, ou à la révision qui a été contestée. Tant que nous sommes à ce niveau, c'est seulement une sorte... M. Condé est en train de chercher simplement à gagner du temps, et il ne manquera pas d'atouts pour pouvoir effectivement continuer son pouvoir. Alors, les élections au Nigeria, pour revenir à cette question, moi, je crois qu'elles doivent nous servir de leçon. Elles doivent nous servir de leçon. Ce n'est pas parce qu'un président a été élu, surtout dans des conditions aussi calamiteuses, qu'on va lui laisser justement l'opportunité de faire ce qu'il veut. Mais tant que les candidats, tant que les formations politiques ne mettent pas l'intérêt du pays au-dessus de leurs propres intérêts, nous n'arriverons à rien en fait. Parce que ce qui est connu, c'est que nos dirigeants, la plupart d'entre eux, je ne dis pas eux seuls, la plupart d'entre eux, effectivement, ne viennent que pour justement défendre leur point de vue personnel et leur position personnelle. Donc le peuple vient après. Eux d'abord, ensuite le peuple. Et tant que c'est comme ça, cette donnée, malheureusement, je suis désolé vraiment de constater que ça va être très très difficile. Alors je veux m'arrêter là puisque vous avez d'autres invités. Encore une fois, je suis très heureux d'être avec vous et je tâcherai d'être avec vous un peu plus fréquemment maintenant.
Sinon, de vous remercier, docteur, justement, le pays d'être avec nous. Donc, dans 5 minutes, nous allons recevoir M. Sidia Touré. Mais d'ici là, je me tourne rapidement du côté du Canada pour voir Dr. Haba. Dr. Haba, est-ce que c'est possible d'avoir un primaire au niveau de la Guinée entre, soi-disant, les leaders politiques pour pouvoir nous donner un candidat unique ou une candidature unique face à Alpha Condé? Ou bien, sur quelle base pensez-vous que les gens doivent se référer pour pouvoir donner une candidature unique, M. Haba, depuis le Canada? Oui, merci bien. Mais avant de répondre à votre question, je vais juste apporter une précision. Je suis doctorant en droit international pénal, je ne suis pas encore docteur. Donc, merci pour les félicitations en avance. Mais pour le moment, je fais ma thèse à l'Université Laval à Québec. Bon, pour revenir à la question des primaires, je pense très bien que c'est du pain béni ces élections au Nigeria pour la classe politique guinéenne. Il y a une semaine, on était en débat ici, en train de parler éventuellement d'une alternance par la voie des urnes ou par insurrection populaire. Et moi, pour ceux qui se souviennent, j'étais vraiment opposé à une insurrection populaire parce que je me dis d'abord que personne ne sait aujourd'hui ce qui peut se passer en Guinée et la tension est telle que ça peut conduire à une implosion de la Guinée. C'est les termes même que j'avais utilisés. Et je préconisais que la meilleure des voies était de se mettre ensemble, toute la classe politique qui se revendique de l'opposition et qui demande aujourd'hui le départ d'Alpha Condé, c'est de se mettre ensemble, choisir un candidat unique et et tout faire pour sécuriser leur vote. Donc, toutes les anomalies dont ils parlent par rapport au fichier électoral, par rapport au fonctionnement de la CENI, etc., se mettre très tôt ensemble, essayer de les élaguer et aller au... Allô? Allô? Allô, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Hein? Je pense que vous avez perdu là, docteur. Non, moi j'ai plutôt perdu celui qui parlait là. Ah oui, ok. Seulement on a perdu M. Haba depuis le Canada. Hein? Oui, je crois que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, M. Naba Chérif, vous êtes là? Oui. Vous écoutez un peu, docteur Jetomou, hein, dans ses explications par rapport au même souhait que vous avez exprimé avec le bloc libéral. Mais est-ce que pensez-vous que c'est possible en Guinée? Oui, mais bien sûr, c'est possible. Le cas du Nigeria, vous savez, le PDP a dirigé le Nigeria plus de 16 ans et ils se sont succédés de Obasanjo et autres. Donc, quand les partis de l'opposition sont restés longtemps, notamment les partis d'obédience progressistes qui ont fait la coalition pour aller battre Goodluck Jonathan, c'est par expérience de vie. Parce que moi, je vous dis, je suis venu, le vice-président Yemeni, le président Yemeni est venu à Silver Spring ici, et je suis allé là-bas, j'ai vu l'organisation de cette opposition et j'ai personnellement apprécié. Et j'avais confiance qu'ils avaient plus de chances pour gagner ces élections. Et effectivement, apprécié à gagner les élections. En Guinée, depuis 92, depuis l'instauration de la démocratie, après les premières élections présidentielles en 1993, nous avons vu que le seul parti est resté au pouvoir depuis très fort longtemps. Et la plupart, l'un des handicaps, c'est quoi? C'est le fait d'avoir les anciens premiers ministres majoritaires au sein de l'opposition. Mais ça, ce n'est pas aussi un handicap, puisque au Nigeria, Buhari avait fait un coup d'État dans les années 82 contre un président qui était démocratiquement élu. Donc, là, on ne doit pas tenir compte. Mais ce qu'il faut tenir compte aujourd'hui, c'est de voir l'enjeu des échéances, l'intérêt que le peuple a pour qu'il y ait l'alternance en 2015. Et c'est ça, et je crois que si ce que le bloc libéral a demandé, les États généraux, pour voir, pour définir un seul objectif, aller avec chacun laisse son ego et puis nous allons vers cet objectif, et puisqu'il n'y a qu'un seul fauteuil, et il y aura notamment un seul président. Donc si nous mettons ça au-dessus de nos intérêts des partis politiques, il n'y a pas de quoi que les opposants ne puissent pas s'attendre. Ça, c'est la première alternative. Je crois que c'est que tout le peuple de Guinée, ou tout ce qui supporte l'opposition, ou tout ce qui souhaite que l'alternance soit une réalité en 2015, c'est ce que les Guinéens veulent. Maintenant, la deuxième alternative, c'est quoi? Il n'y a pas à attendre. Donc, les partis politiques jusque-là ne sont pas encore mûrs ou ils se battent pour eux-mêmes.
il n'y a pas attente et chacun est candidat. La possibilité de battre Alpha en 2015, c'est de tenir qu'il y ait des élections libres, transparentes. Je dis bien libres et transparentes. Pas de fraude. Et à ce niveau, il faut aussi, c'est pas suffisant, mais il faut aussi ajouter qu'il y a aussi beaucoup de candidats. L'opposition finance même des partis politiques en Haute-Guinée pour diviser les voix. On donne assez de moyens à Kouyaté et les candidats. Il va racler un peu à Mamou, à Massanta, un peu à Haute-Guinée. On finance d'autres candidats qui sont nombreux dans le fief du RPG. Parce qu'aujourd'hui, le fief, c'est entre guillemets. Alpha n'a pas été bien reçu à Cancan une fois. La deuxième fois, il devrait aller pour l'inauguration des travaux qu'il a aménagés, qu'il voulait entreprendre pour les fêtes. Il n'a pas été puisque l'accueil ne devrait pas être à la taille qu'il avait imaginée. À Sigri, il y a eu des grèves partout et Alpha il n'est pas aussi soutenu comme on le pense. D'autres leaders sont partis, ils ont été bien reçus. Donc, c'est d'envoyer beaucoup de candidats à Haute-Guinée qu'ils considèrent comme fiefs et puisque à Conakry, ce n'est pas évident qu'il gagne parce que les dernières élections, il avait perdu. Donc, ça, c'est le deuxième scénario. Beaucoup de candidats dans son fief. Et puis, la moyenne Guinée, ça, c'est gardé pour Tselou. Et la base côte, partout, les gens Fourcaria et Koya, là où les Sankon, où le Premier ministre et son clan sont très bien implantés ou écoutés, on présente des candidats là-bas. Plus de candidats, de fait que d'empêcher Alpha d'être au deuxième tour. C'est la deuxième alternative. Merci donc avant le peu pour cette analyse. Il est 30 minutes. Je vais voir le cours de la cabine technique. Est-ce que nous avons notre invité en ligne? Non, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ok. Je dois être en avance là. Alors, docteur, je te disais tout à l'heure, Michel Emma Chérif, lorsque nous faisions les primaires contre Alpha Condé, par exemple, au sein de l'opposition, comment cela va se passer? Comment les gens vont voter? Parce que si c'est par la majorité, je suis sûr et certain que M. Célou Dalin, en tant que fils de l'opposition, et dont nous pensons qu'il a beaucoup de militants, va... D'ailleurs, c'est le débat qui circule actuellement au niveau des réseaux sociaux, M. Demachérif. La tendance, la candidate unique, on parle de trio d'ISK, c'est-à-dire Dalin, Sibia, Kouyaté. Bon, mais nous pouvons éliminer complètement la troisième lettre, le K, parce que M. Kouyaté n'est pas aussi que ça pour le moment. Donc, nous allons voir entre M. Sibia et M. Célou. Bon, le problème vraiment qui se pose entre les deux personnes-là, les gens se demandent qui va laisser pour qui. Et est-ce que si aussi on fait par un référendum au sein de l'opposition, et nous savons automatiquement, ça c'est mon opinion, docteur Parama Koulissi, comme vous, M. Demachérif, on pense immédiatement que M. Célou va être aussi élu, donc c'est entre Célou versus Alpha Condé, d'où je reviens donc à la fameuse formule de docteur Jotomo, qui est donc un peu le versus un mannequin, et qui va susciter beaucoup de choses. Que dites-vous, M. Chérif? Vous savez, nous devrons aller au-delà des ethnies aujourd'hui, nous devrons aller au-delà des personnalités, des leaders politiques. Aujourd'hui, nous allons tout faire pour que, quand il y a les États généraux, pour que le candidat qui est mieux placé pour battre Alpha en 2015 soit choisi. Pas parce qu'il est majoritaire par voie de vote au niveau de la population. Les primaires dont je parlais, c'est les primaires à l'interne au niveau des partis. C'est une équipe technique qui va étudier le terrain et un vote interne. Parce que nous ne sommes pas, la Guinée n'est pas à ce niveau. On n'est pas arrivé à aller aux urnes, appeler le peuple aux urnes pour aller élire les candidats pour les primaires, puisque cette option que je disais, la droite et la gauche n'est pas encore ancrée dans les esprits de la grande partie de la population. Donc, ce qu'il faut, c'est de voir une équipe technique qui va réunir tous les partis qui voulaient qu'il y ait l'alternance en 2015. Et cette équipe technique va mettre des conditionnalités. Et à partir de ces conditionnalités, nous allons
l'équipe va demander des candidatures et les candidatures vont se prononcer et on va expliquer, l'équipe va expliquer proprement ce qu'il a dit de faire pour que l'entraînement soit une réalité. Donc c'est de cela, c'est ce que le Nigeria a fait. Il y a eu des votes, mais ce n'était pas le peuple qui t'a appelé à voter, mais c'était le vote entre les dirigeants des partis politiques. C'est pour cela Buhari avait gagné, avait été accepté. C'était la seule condition. On pourrait le faire aujourd'hui en Guinée. Je pense qu'on va le faire. On va arriver là. Parce qu'au jour, quand ça reste au pouvoir, l'opposition s'affaiblira automatiquement. Donc, si les opposants veulent gouverner ensemble, surtout s'ils sont issus d'un même courant politique, je me demande pourquoi ils ne pouvaient pas se donner la main pour faire partie celui de la gauche. C'est de ça que je parlais. Hey, Papa Manu, merci. Marcel Moumou Lama, meilleur perfide il fait sa miel là-bas depuis Londres. Une fois de plus, merci donc à vous. On suivait tout à l'heure M. Nema Chérif depuis Washington DC et je crois que nous allons permettre donc à la table technique de nous chercher M. Sidia puisqu'il a donné son faux vert de le rappeler dans une petite minute. Donc nous allons tous rester accrochés et pour attendre M. Sidia dans une petite seconde, s'il vous plaît. Charles Moïse Belmou. Maman Céline Dinamo Céline Madame Bonamungo yere kunyingae Enyangane Céline yere kunyingae Wanene we yere kunyinga Galere nene we yere kunyinga Nyinga Femme très très forte. Maman Président Oh Ari Kamara Longo yere kunyingae Son Excellence Blaise Chérif en France. David Sobelemo, fondateur de la radio Pacifique FM. Belgique. Madame Sophie Abba, fondatrice Guinée Plus, USA. Gilles Fangamou, Washington DC. Emile Fromo, Lama, New York. Dr. Ibrahima Soumao, Thérèse Sayo, Issa Kouma, le directeur de la radio Diaspora Forestière. Félix Bonamou, le pot de la famille Dinamou. Ingénieur Jean Touré. Aimé Christophe Lapilé Condé. Bienvenue à M. Sidia Touré, président de l'UFR, sur nos ondes, le son de la radio Conseil fédéral d'espoir forestière. Bonjour M. Touré depuis Conakry. Alors Monsieur le Président. Allô? Alors Monsieur le Président, allô? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous tous, hein. Je vous entends mieux là maintenant, oui. Ok, merci à vous, hein. On s'excuse très fort, on sait que vous étiez en déplacement et donc nous allons essayer de faire très rapidement pour
éclairer la lanterne de nos auditeurs. Donc, une fois de plus, nous vous disons bonjour et bienvenue sur les ondes de CADF. Et je dis donc à tous nos auditeurs qui sont présents, soyez brefs dans vos commentaires, pas vos commentaires, plutôt dans les questions. Et nous allons écouter très bien Monsieur le Président tout à l'heure ce qu'il va nous dire, parce qu'il ne s'agit pas de poser des questions, mais nous allons saisir la quintessence de son message ce soir. Et donc, au panélistes, Monsieur Lama, Monsieur Sheriff depuis Washington, Monsieur Haba depuis le Canada et Dr. Jetomo depuis Utah. Bonsoir à vous et bienvenue ce soir. Et sans plus tarder, donc, Monsieur le Président, comment est-ce que ça se passe chez vous? La santé, ça va? Oui, de ce côté, ça va. Les choses plus importantes et plus graves, c'est au niveau de notre pays, où le problème Ebola n'est toujours pas en voie de règlement. Les perspectives ne sont pas encore très claires. Bon, ceci est dû au fait que nous avons été le pays qui a le moins bien géré ce problème et aujourd'hui, nous sommes vraiment un peu embêtés et la communauté internationale s'en mêle de plus en plus. J'espère que nous trouverons les voies et moyens pour vraiment nous débarrasser de cette épidémie. Oui, vraiment c'est dommage. Hein? Bon, selon des informations pas encore officielles, je crois, on disait que M. Alpha, M. Condé, le président guinéen qui était le porte-parole des pays touchés par Ebola, est désormais remplacé par la présidente libérienne. On ne sait pas quelle est la véracité de cette formation, mais tout à l'heure, dans vos commentaires, vous pouvez revenir là-dessus. Et aussi, l'autre sentiment que nous voulons recueillir auprès de vous, c'est que tout dernièrement, vous avez fait donc, une tournée en pays profond où on peut même dire maintenant, M. Sidi Touré, le président de l'EFR, a.k.a. le Tarana, on ne sait pas ce que nous disons le Tarana dans le profond du pays Mono, et quels sont vos sentiments par rapport à ces accueils au niveau de la population, et surtout la traversée difficile, on a vu les vidéos par rapport aussi pour aller dans ces communautés, quels sont vos sentiments là-dessus. Mais d'après donc la programmation de la radio, le thème principal de ce soir, c'est l'alternative dans 2015 en Guinée, et qui d'ailleurs que vous avez déclaré lors quelque part à Farana, en disant que l'objectif de l'UFR dans 2015, c'est l'alternative. Il faudrait qu'on change le changement négatif pour que le peuple de Guinée aspire au bonheur. Alors, M. Sidi Touré, président de l'UFR, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, de façon très claire et pratique et technique, cette affaire d'alternance en Guinée? Non, ce n'est pas un problème technique, hein, c'est un problème de la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc l'explication que je donne n'est pas une explication technique, elle n'est pas mathématique. Il s'agit de savoir si nos compatriotes aujourd'hui, c'est-à-dire vous, moi et d'autres, nous avons été satisfaits des 5 années qui sont en train de s'écouler lors du mandat d'Alpha Condé. Moi, je peux vous dire tout de suite non, pour des raisons évidentes. C'est que je peux dire que l'échec a été patent à peu près dans tous les secteurs, notamment si je prends le secteur politique, l'aspect politique. Ça a été un aspect extrêmement difficile où nous avons eu beaucoup de manifestations, ne serait-ce que pour organiser des élections. Ce que vous ne pouvez pas imaginer là où vous êtes. Quand les mandats sont terminés, on organise des élections dans tous les pays. On n'a pas besoin de manifester pendant 3 ans pour avoir une assemblée nationale et après on met ça au crédit du président. Oui, il y a une assemblée. On oublie qu'il a fallu manifester et qu'on est près de 60 morts pour arriver à cela. Il y a aussi le fait de l'exclusion, il y a aussi le fait des violences qu'on a connues partout, à Sigiring, à Zogota, à partout. On a connu des choses de ce genre pendant ce mandat-là. Et on a connu aussi une division de notre pays qu'on n'avait jamais connue, la montée des communautarismes, le fait qu'il y a une division tellement grande qu'on n'arrive même pas à s'entendre sur les questions essentielles. Maintenant, sur le plan social, je dirais que là aussi, c'est un échec lamentable, parce que nous avons compris que là, la société civile a pratiquement disparu aujourd'hui, et que, je dis, les Guinéens ne se parlent pratiquement plus, parce qu'il y a cet aspect qui a été exacerbé par ce régime-là, qui veut absolument faire en sorte que chacun reste dans son coin et qu'on puisse surfer sur ces divisions pour opposer les Guinéens. Maintenant, l'aspect économique, ça, on n'en parle pas. Nous n'avons pas connu de croissance pendant cette période. La paupérisation a été plus grande. Il n'y a pas eu de travail créé. Aucune société ne s'est installée chez nous. 5 ans après, nous sommes en Guinée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je crois qu'on ne peut pas avoir un bilan aussi pire. Et le problème, c'est que le déclin de notre pays s'accentue. Alors, je tire les conclusions de tout ça et je dis,
Il faut qu'il y ait une alternance en 2015. Nous allons parler de ma tournée, mais partout où je suis parti, les premiers mots que j'ai entendus, c'est que les gens sont fatigués, ils ont faim, ils sont déçus. Donc, on ne souhaite pas refaire encore 5 ans comme cela. Voilà pourquoi l'alternance est une nécessité dans notre pays. Alors, Monsieur le Président, avant, c'est une nécessité, mais comment est-ce que cette nécessité peut devenir réalité? Aujourd'hui, je vais... Normalement, c'est pour le vote. Hein. Dans les pays normaux, il n'y aurait eu aucun problème s'il n'y avait pas autant de tricheries, si on n'avait pas fait en sorte que la CENI soit au service d'un seul groupe, si le recensement avait été consensuel, si, disons, on avait fait toutes les élections à bonne date et qu'on avait révisé tel que c'était prévu et dans les accords et dans toutes les premières propositions concernant l'Assemblée nationale, le code électoral, toutes ces choses-là, si on les fait démocratiquement, comme cela s'est fait dernièrement au Nigeria, et qu'on arrive à un vote qui est parfaitement contrôlé, l'alternance se fait parce que l'objectif, c'est les mandats des élus, notamment du président de la République dans tous les pays du monde, comme cela vient de se passer au Nigeria, c'est qu'après 5 ans, après 4 ans, la population ait la possibilité de dire, bon, écoutez, nous avons vu ce qu'il est capable de faire, nous pensons que ça ne peut pas aller au-delà, on devrait voter. Le problème de la Guinée, c'est que le vote n'est pas sincère, il n'est pas transparent. Alors, si ça ne l'est pas, il va falloir trouver des moyens de faire en sorte qu'aucune possibilité ne soit donnée à ce système de perdurer au-delà de 2015. Oui, ok. Voilà un peu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Hein. Je demande à M. Nema Chérif depuis Washington DC de se préparer pour sa question. Au niveau des réseaux sociaux, M. Sidia, voilà ce que nous disons. L'alternance, nous pensons que ça doit être la présentation d'une candidature unique pour l'opposition. Donc, changer de gauche à droite, nous pensions entre vous et M. Cellou Dalein Diallo. Donc, voici les deux noms qui viennent sur les lèvres des gens. Mais entre M. Sidia et M. Cellou, qui? Est-ce qu'il doit avoir une élection primaire au sein de l'opposition, ou bien les gens doivent s'asseoir pour désigner soit M. Sidia ou bien M. Cellou? Alors, comment est-ce que cela va se passer? Parce que beaucoup de personnes pensent que ce sera très, très difficile de voir l'un d'entre vous céder la place à l'autre, M. Sidia. Écoutez, j'étais sur la radio française France 24 le mardi passé en 8. Sur une interview qui n'a duré que 5 minutes, hein, mais la journaliste m'a posé 2 fois la même question. Est-ce que vous allez vous unir pour essayer d'avoir l'alternance? Oui, il y a une volonté, en tout cas je le souhaite. Maintenant, il y a les intérêts des uns et des autres, il y a les ambitions des uns et des autres. Les Guinéens doivent faire en sorte que ceci soit possible, en tout cas si c'est la voie. S'il y en a une autre aussi, on pourra examiner la voie qui est possible. Ce n'est qu'une possibilité. Le problème, ce n'est pas de savoir si nous allons avoir une candidature consensuelle ou si on ne l'aura pas. Le problème est de savoir est-ce qu'il y a une autre solution pour qu'on puisse se débarrasser de ce régime en 2015. Ce débat ne peut pas être clôturé à mon niveau en disant voilà, j'ai les solutions. Je ne les ai pas. C'est une solution guinéenne. Tout le monde doit y contribuer. La société civile, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a aussi les populations guinéennes à l'intérieur. On doit tous contribuer à trouver la solution. Une partie de cette société civile dit l'idée de la candidature unique ou appelée ça consensuelle est la meilleure. C'est ce qui vient de se passer au Nigeria. Les gens du Sud se sont mis avec les gens du Nord parce qu'on s'est dit là, il faut vraiment qu'on en finisse avec cela. Si nous arrivons à cela, tant mieux. Si nous n'arrivons pas, s'il y a d'autres solutions, on les examinera. Mais je dis, le défi majeur, ce n'est pas la candidature unique. Le défi majeur, c'est comment faire en sorte qu'on n'ait pas encore 5 années comme cela. Ça, la vraie question. Merci bien, M. Sidia. Sans plus tarder, donc, M. Nema Chérif depuis Washington DC, allez-y pour votre question, pour M. le Président de l'UFR. Oui, merci, M. le Président. Je vais faire d'abord une remarque. Souvent, ceux qui posent les questions à M. Sidia Touré concernant si oui ou non il peut s'attendre avec Cellou pour une candidature unique ou consensuelle. Moi, je me dis qu'en 2010, M. Sidia avait la volonté d'aller soit avec Alpha ou avec Sidia, mais il a décidé avec Cellou, mais il avait décidé volontairement, contre même l'avis de certains de ces militants, dont j'en connais certains, qui l'ont quitté momentanément à cause de cela. Il avait accepté d'accompagner Cellou pour 2010. Alors moi, je me dis que si lui, il a pu le faire,
pourquoi Sidia ou pourquoi Selou et n'importe quel autre leader ne peut pas le faire pour lui. Et souvent on le pose la même question, est-ce qu'il va céder, mais il a fait une fois, en 2010. Il avait la possibilité d'aller avec Alpha. Mais il a dit, il croit, il avait cru, et aujourd'hui il croit que Alpha est incapable de diriger le pays. Alors moi je me dis, de poser une telle question, c'est juste pour faire comprendre qu'il ne peut pas, cependant qu'il a déjà fait en 2010. Et ma question va dans le sens de la violence économique de l'État en Guinée. Vous savez, je voulais savoir, les leaders n'en parlent pas assez, c'est par exemple la fermeture de Fria. Et la fonction de l'État, c'est de faire, ça fait partie, c'est pas seulement la fonction régalienne de l'État, mais aussi l'État a pour mission d'assurer la promotion de la croissance économique dans un pays. L'État doit jouer cette fonction-là. Mais en Guinée, le chômage, les crimes commis, la fermeture des usines, le départ des entreprises, ou le silence le mépris que le gouvernement a montré par rapport à la maîtrise des problèmes épidémiques comme Ebola, qui a fait fuir les investisseurs, les étrangers et tant d'autres, a tué les systèmes comme le tourisme en Guinée. Tout ça, ce sont les violences économiques de la part de l'État contre le peuple de Guinée. Mais, bon, je voulais savoir comment M. Sidia, dans les prochaines, ou avant ou après notre conversation, pourra quand même actualiser ces débats-là au niveau des radios pour rappeler à la population que ce gouvernement n'est pas aussi seulement mauvais dans d'autres domaines, mais sur le plan économique, il est aussi en train de vous infliger une violence économique sans précédent. Je vous remercie. Merci, M. Chérif. Écoutez, vraiment, je vous remercie pour cette intervention. Ce que vous venez de lui dire sur l'économie, vous savez, moi j'ai été l'un des premiers leaders à commencer à parler du problème de Fria. Fria, c'est un désastre à tout point de vue pour nous. C'est quelque chose qui nous a été pratiquement légué par la colonisation en 1959, qui fonctionne depuis. Et dans le domaine des mines, c'est la seule unité industrielle à l'époque en Afrique, en tout cas au sud du Sahara, ou dans l'espace francophone, où il y avait une première transformation de la bauxite en alumine. Cette technologie a été étudiée, on y a travaillé, et beaucoup de Guinéens ont acquis, si tu veux, ce know-how, à tel point que j'en ai connu beaucoup qui sont devenus directeurs d'usine en France ou même en Australie. Donc c'est un acquis extraordinaire de la Guinée. Il a fallu qu'Alpha arrive pour qu'on ferme une telle usine et qu'on mette 3500 personnes dehors et que toute la ville qui a été construite autour de Fria soit abandonnée à elle-même. Mais je peux vous dire que ces travailleurs, personne ne les a payés, ils n'ont même pas eu de dédommagement, ils n'ont pas eu de salaire, ils n'ont pas eu de retraite, ils n'ont pas eu d'indemnité pour licenciement économique, rien, on les a juste abandonnés dans la nature. Donc c'est un désastre sans nom. Mais tout ce que vous avez cité, je le disais dans au siège de mon parti ce matin, puisque ce samedi on avait l'assemblée hebdomadaire. L'objectif des sociétés, c'est de faire des bénéfices. Mais l'objectif également des États, c'est de faire de la croissance, c'est-à-dire de produire de la richesse qu'on peut partager. Ce gouvernement n'en a jamais produit parce qu'il a des taux de croissance qui sont tellement mauvais, à 2% en 2013, alors que la population augmente de près de 3%, et maintenant presque en récession. Oui, vous avez raison. Si nous n'avons pas de résultats économiques, la vocation des gouvernements, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Si on n'y arrive pas, c'est la raison pour laquelle il faut faire le changement. Maintenant, quant au problème de la candidature, vous avez donné une des explications, c'est une bonne chose. On ne comprend pas pourquoi Alpha Condé, qui est parti de 18%, a pu nous battre à ces élections au deuxième tour. Donc il y a effectivement un problème. Et je pense que ce sont des questions sur lesquelles on devrait bien réfléchir avant de poser encore le même problème pour arriver à des résultats qui sont identiques. Merci donc à vous, M. Chérif. Nous allons partir depuis le Canada. M. Haba, depuis le Canada. M. Haba. Oui, bonjour. Merci à vous, doctorat en droit pénal international. Allez-y pour votre question pour M. Sidia Touré. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UFR. Merci pour cette intervention. Et je vous félicite aussi pour votre combat. Je pense que s'il y a une personnalité politique en Guinée qui fait l'unanimité au sein de toutes les régions, c'est bien vous, parce que
vous avez cette marque de fabrique de faire partie des personnalités, comme on dit souvent chez nous, transversales, donc qui en général ne s'identifient pas à une ethnie en Guinée. Ce qui est pour nous aujourd'hui, vu les tensions politiques et surtout ethniques qu'ont entraîné ce régime, pour nous c'est très salutaire votre positionnement. Mais par rapport à l'alternance, qui est vraiment le thème aujourd'hui de votre présence dans ce débat, c'est clair que vous avez deux options. La première option, c'est bien la voie des urnes. C'est que vous vous mettez ensemble, vous formez une coalition et vous allez aux élections. C'est l'exemple du Nigérian que tout le monde parle aujourd'hui. La seconde voie, c'est l'insurrection populaire. C'est celle dont vous avez, entre guillemets, parlé à la suite de votre lettre de Paris, signée avec le PDN et l'UFDG. Par la voie démocratique, moi je pense que vous n'avez pas trop le choix aujourd'hui, Monsieur le Président de l'UFR, parce que si vous ne vous mettez pas ensemble, et que surtout que dès maintenant vous décidez des modalités sur lesquelles vous mettre ensemble et choisir un candidat unique. Parce que vous êtes des démocrates, vous ne pouvez pas fuir non plus le débat démocratique, vous ne pouvez pas fuir le choix du peuple. Il faut qu'au sein de vos différentes formations politiques, que vous ayez la capacité de mettre en place un mécanisme qui vous permette de choisir un candidat unique. Je pense que vous l'avez dit à maintes reprises que ce qui a échoué en 2010 ne devrait plus être tenté en 2015, c'est-à-dire aller tous aux élections et au second tour se mettre ensemble. Au second tour, vous aurez à peine 2 semaines pour faire la campagne derrière votre candidat que vous aurez choisi. Ça ne vous donnera jamais le temps de faire accepter le candidat choisi dans vos différents fiefs. Je pense que la clé, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y ait une coalition dès le premier tour. Mais sur ce point-là, moi, je veux vous entendre plus que ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Ça serait ça ma première question. Quelles sont les modalités que vous mettrez en place? Il faudrait organiser des primaires, c'est que les personnes détenant les cartes de membres de vos différents partis voteraient, et en ce moment, il faudrait bien vous soumettre à ce choix du peuple. Si majoritairement vos militants décident, par exemple, que c'est tel ou tel candidat, que vous l'acceptiez, et que déjà vous fassiez campagne pour ce candidat-là dans les différentes régions, dans vos différents bastions, avant les élections, parce qu'il vous reste à peine 6 mois. On cite l'exemple nigérian, mais j'aime rappeler que l'exemple nigérian, c'est la réussite d'un triptyque. C'est qu'on a fait d'abord une coalition, ensuite on a commencé très tôt la campagne pour faire accepter le candidat de cette coalition dans d'autres bastions, et c'était encore plus tendu, vous savez, vous l'avez rappelé, la situation politique et ethnique au Nigeria est 2000 fois plus compliquée que ce qu'on a chez nous aujourd'hui en Guinée. Vous faire accepter dans d'autres régions, vous faire accepter M. Selou dans d'autres régions, ça serait plus aisé que faire accepter Boari dans certaines régions du sud du Nigeria. Pourtant, ils y ont réussi. Ensuite, ça sera la sécurisation de votre vote. Tout votre combat, et moi, je pense que c'est la clé. Au lieu de vous atteler aujourd'hui à inverser le rôle du scrutin, le président actuel vous fait perdre du temps dans d'autres domaines, alors que vous devez concentrer ce temps-là pour regarder bien dans le processus et enlever tout ce qui est mauvais là-dedans. Sécurisez vos votes. Vous l'avez fait en 2013, quand vous avez réussi à Conakry, à tout faire pour qu'on ne vole pas. Même s'il y avait des délégations spéciales, vous avez pu sécuriser votre victoire à Conakry aux législatives. Monsieur le Président, ce serait ma première question et les autres, je reviendrai là-dessus. Prononcez-vous clairement sur l'alternance, aussi bien démocratique et aussi par la voie insurrectionnelle, d'autant plus qu'aujourd'hui la société civile n'est pas tout en phase avec vous malheureusement. Alors je vois mal comment vous allez inciter la population à sortir sur des mots d'ordre purement politiques, d'autant plus que la ville morte de jeudi n'a pas été un franc succès. Oh, qu'est-ce que vous savez, c'est extraordinaire hein, quand vous êtes à l'extérieur et que vous pouvez faire autant de commentaires sur des situations que nous avons à vivre au quotidien ici. Vous savez, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons affaire à une population qui n'est autre que celle de la République de Guinée, avec tout ce que vous savez, la paupérisation, l'illettrisme et toutes ces choses-là. Nous faisons avec tout ça. Je voudrais d'abord lever quelque chose. Nous n'avons pas parlé d'insurrection dans notre document de Paris. Nous avons demandé à ce que nous nous opposions à ce que les choses se passent de la manière dont les gens-là veulent le faire. En ce qui concerne la sécurisation de vote, mais nous ne faisons que ça. Tout notre travail consiste en cela. Mais il se trouve que quand vous êtes dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez à opposer à un gouvernement qui ne veut rien entendre?
À partir du moment où un gouvernement n'a pas un objectif de promotion de la vie de ses compatriotes pour essayer de leur donner un minimum, donc pour cela rechercher la paix et dans ces conditions dialoguer avec les gens pour avoir un peu de calme, de tranquillité, pour permettre les investissements de se faire, si le gouvernement n'a pas cet objectif comme celui qu'on a ici, ben, vous n'avez rien d'autre en face, puisque de toute façon, tout ce que vous dites et qui concerne la meilleure manière de tranquilliser la vie des citoyens, ça ne l'intéresse pas. Si c'est cela, effectivement, nous sommes dans une situation où le pays ne progresse pas, mais où le gouvernement s'en fout royalement, où tous les débats tournent autour de problèmes politiques depuis 5 ans. Où est-ce que vous avez vu dans un pays qu'il faut aller manifester dans les rues pendant 3 ans pour mettre en place une assemblée nationale? Et que tout le monde se taise là-dessus, trouve ça tout à fait normal. Mais bon sang, ça ne se fait nulle part. La Constitution veut que quand on a un organe exécutif, que vous mettiez en place l'Assemblée nationale pour que justement on puisse travailler ensemble sur la base de ce qu'on appelle la démocratie. Et à partir du moment où on vous nie tout ça, il ne vous reste pas grand-chose. Vous allez au dialogue, quand vous vous mettez d'accord, on ne l'applique pas. Quand on ne l'applique pas, vous revenez, on recommence les mêmes choses, et ainsi de suite. Donc, je dois vous dire que les choses ne sont pas aussi faciles que vous pouvez l'imaginer. Maintenant, vous me dites, oui, il ne faudrait pas faire ceci, il faut faire cela. Nous nous battons de tous côtés. Ce que vous dites qu'on a sécurisé nos votes à Conakry, on a pu le faire parce que la communauté européenne était installée à Conakry et qui n'est pas allée, par exemple, à Zérekore où on a gagné les élections, on les a enlevés, à Dubreka, à Koya, à Forkara, ainsi de suite. On a pu le faire à Conakry parce que les observatrices de l'Union européenne ont dormi dans les salles de classe où on faisait la centralisation pendant 12 jours à Kaloum et 18 jours à Matoto. Où est-ce que dans quel pays vous aurez vu une chose pareille? Les résultats étaient connus depuis le lundi. On a mis près de 2 semaines pour refuser cela, au vu et au su de tout le monde, du monde entier. Mais ça, c'est une marque de fabrique de ce gouvernement, qui s'en fiche éperdument, qui n'a qu'une chose en tête, s'accaparer du pouvoir, piller l'argent public, et puis, bon, pendant tout ce temps, faire beaucoup de propagande pour raconter n'importe quoi. L'idée de la candidature est un problème guinéen. Ne posez pas cela comme si ça me concernait à titre personnel. Nous sommes concernés. Est-ce que nous voulons changer le régime? C'est un débat public. La société civile ne conjugue pas. Il n'y a plus de société civile ici. On a détruit tout ça. Les gens ont été complètement éparpillés. Il y a le dernier type qui a travaillé avec nous en 2007 sur ces questions, que le ministre Diaoune a été assassiné il y a 1 mois et demi, 2 mois. Voilà la réalité de la Guinée. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, comment nous sortons de là? C'est le problème de tous les Guinéens. Ça fait 50 ans qu'on débat de ce problème. Nous avons eu une opportunité, on l'a gâchée, parce que des tricheries se sont mêlées, des militaires inconscients ont fait de tout ce qu'on en a donné le pouvoir à des gens qui ne pouvaient pas le gérer. Nous sommes plantés dans ce système-là. Nous nous battons pour qu'on en sorte. Mais nous nous battons avec nos moyens. Quand on dit on doit aller à un endroit pour aller faire ceci, cela, tout ça a des coûts, tout ça a des effets extrêmement... Et vous faites ça pendant des années. Ça fait 15 ans que je préside un parti politique ici. Ce n'est pas aussi évident. Moi, je souhaiterais que les Guinéens, vous soyez plus concernés par ces problèmes et qu'on ne les renvoie pas à la figure tous les jours comme étant « Oui, mais vous, l'opposition. » Ce n'est pas vous, l'opposition. C'est les Guinéens. Qu'est-ce qu'on fait? L'opposition est la représentation d'une partie de la population et nous pensons que cette opinion est majoritaire dans le pays aujourd'hui. Faisons en sorte que nous soyons un peu plus qualifiés, que de là où vous êtes, il vous appartient de temps en temps d'être fiers de dire à vos enfants ou à vos amis, écoutez, venez, on va faire un tour chez nous en Guinée parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. C'est un peu tout ça qui fait que nous devons continuer tous la bataille. Avant de revenir à un auditeur, Monsieur le Président, tout dernièrement, vous êtes vu à Paris, je crois que c'était le trio, comme nous l'avons dit, vous êtes surnommé, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, DSK, c'est-à-dire d'Alain Sidia Kouyaté, quelque part en France là-bas. Alors, vous avez parlé de l'alternative, et puis il faut changer aussi ce qui se passe, le changement, les élections communales avant la présidentielle. Et vous venez de dire tout à l'heure, cette affaire d'alternance, c'est l'affaire de tous les Guinéens, nous en sommes conscients, mais il faut aussi reconnaître, Monsieur le Président, que c'est un problème de leadership qui marque au niveau de la jeunesse, même au niveau de la population. Nous voulons des leaders. Et vous, en tant que vous trois, est-ce que vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour que nous menions le combat, ou bien, comment on appelle ça,
chiffrer le chemin afin que le reste de la population puisse vous suivre, afin que cette alternance puisse devenir réalité. Tout le monde veut vraiment des changements. Nous voulons l'eau, nous voulons de l'électricité, c'est les besoins primaires de ça. Nous n'avons pas besoin de ça, mais comment il faut arriver à ça? On ne veut pas, vous savez, en Guinée, vous n'avez pas la voie politique, vous n'êtes pas un leader politique, vous n'avez pas une position politique en Guinée, vous n'êtes rien. Hein. Donc aujourd'hui, donc, on vous suit plus on attend que vous nous disiez, bon voilà, venez, vous allez faire ça, pour que les gens puissent venir vers vous, Monsieur le Président. Là, je crois que vous résumez tout le combat. Je vous dis, j'ai adhéré à l'UFR qui était donc, dont le secrétaire général est encore d'ailleurs secrétaire général, je suis maintenant vice-président du parti, le député, l'honorable Goyeuse Manigui. J'ai adhéré à l'UFR en 2000. Ça fait 15 ans donc que je préside ce parti. 15 ans pendant lesquels nous avons mené la lutte pour qualifier d'abord la démocratie, le bien-être, c'est tout cela. Nous nous sommes retrouvés à Paris en tant que leader pour essayer de parler encore des mêmes problèmes qui se posent à nous. Je viens de vous expliquer qu'après l'élection présidentielle en 2010, 6 mois après, on devait avoir les élections législatives. Celui qui est censé avoir gagné les élections nous dit que non, lui, il ne veut plus de cette CENI. On a oublié de dire ça. Hein. Alpha qui, au départ, a refusé la CENI qui existait. Il n'en voulait pas, il ne voulait plus de fichiers, il ne voulait rien de tout ce qu'il avait fait gagner comme président de la République. On a mis 3 ans sur ça. Mais il se trouve qu'en démocratie, on dit que quand les mandats sont échus, ils doivent être renouvelés. Normalement, ne serait-ce que sur ce point, on aurait dû déclarer qu'il n'est absolument pas constitutionnel. Il n'est pas acceptable qu'un président de la République ait un tel comportement. Le manque de légitimité vient des choses de ce genre. Ensuite, on devait aller aux communales qui sont échues depuis 2009. Mais on a décidé de les faire en 2011. Et là aussi, en 2015, nous y sommes, nous n'en sommes toujours pas. Donc 4 ans après. Mais quand vous avez fini, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, les termes du Congrès ne se changent pas. Un ministre ou une commission ne vient pas dire non, ces dates-là, moi je vais les rejeter. Ça ne se fait pas comme ça. Les mandats des maires devraient être échus. Comme nous avons vu que cela ne venait pas, dans les accords du 3 juillet, on a fait mettre dedans expressément que plus tard, dans le premier trimestre de 2014, on devait les faire. Ces documents et ces accords ont été abandonnés, mis de côté. Il a fallu qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, on fasse on sorte de l'Assemblée nationale pour qu'on refuse d'y siéger, pour qu'on recommence un dialogue au mois de juillet 2014. Dès que nous sommes revenus à l'Assemblée, que les accords ont été conclus, on a refusé d'en signer les conclusions pour arriver à ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Entre-temps, on continue de caporaliser la CENI, on donne de l'argent, on fait des choses. Voilà pourquoi ce débat ne se termine pas. Mais c'est une volonté d'Alpha Condé pour faire en sorte que nous passions notre temps à ne parler que du processus électoral depuis 5 ans. Ça évite de parler de son mandat. Donc nous nous retrouvons, nous disons, écoutez, on ne peut pas continuer parce que de cette manière-là, nous allons arriver à des élections présidentielles qui seront contrôlées de bout en bout par le régime et on n'en tirera rien. Il faut poser les vrais problèmes. Voilà comment on a posé les problèmes. Nous avons appelé à une ville morte. Il faut dire qu'il y a un état d'urgence sanitaire dans notre pays. La ville morte, cela ne veut pas dire que tout le monde va y adhérer. Ben écoutez, nous avons vu que certains Guinéens ont adhéré, d'autres n'ont pas. Mais c'est le problème, il est là. Je n'ai aucune possibilité de dire aux gens, écoutez, il faut absolument que vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Nous avons posé le problème, mais je crois que beaucoup ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Nous disons qu'il nous reste encore les manifestations. On ne peut rien faire d'autre. Puisque nous, si nous étions dans une république normale où les gens sont préoccupés par le fait qu'il faut tenir, disons, un semblant de paix, de stabilité et de calme dans la cité, le dialogue aurait été ouvert il y a longtemps. Mais ce n'est pas un homme de dialogue. Il ne souhaite pas ça. Au contraire, il souhaite que cette tension permanente soit maintenue. À tout point de vue, ce régime est négatif pour nos compatriotes. Donc voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut absolument se battre pour que les choses changent. Nous avons fait des propositions. Si elles ne sont pas aussi bonnes, il faut qu'il y en ait d'autres. Mais c'est vraiment cela pour le moment nos propositions. Je vais prendre à peu près 4 questions pour M. Sidia Touré, Fatigan Jean le libéré tout à l'heure, mais d'ici là, je vais aller de Utah pour M. Dr. Joutomou. Oui. Ok, merci donc à vous, hein, depuis là vous êtes là, vous êtes un leader politique, on a M. Sidia de l'IFR en ligne, donc allez-y pour votre question, vos commentaires, docteur.
D'accord, merci bien. Bonjour, Monsieur Touré. Je crois que vous vous rappelez peut-être de moi. Je suis le beau-fils à feu Ali Tofani. Je crois que nous étions retrouvés pendant ces obsèques, à ce funérailles. Voilà. Alors, moi, je suis très intéressé justement par comment on appelle le dossier brûlant qui se présente en Guinée. J'ai surtout été vivement intéressé par, disons, comment on appelle votre présentation avec votre intérêt surtout sur les questions de mines. Moi, je suis un spécialiste de mines et je suis très informé sur cette question de FRIA, à propos d'ailleurs de laquelle j'avais fait une petite publication. FRIA, comme vous l'avez dit, FRIA, c'est la première usine interafricaine. Alors, c'était vraiment un joyau, mais de voir cette unité complètement délabrée à l'heure actuelle, c'est vraiment, sur le plan émotionnel, on ne pouvait pas ne pas, disons, disons que le fait d'avoir laissé FRIA aller se retrouver dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui, franchement, devrait interpeller tout le monde. Mais, comme vous l'avez aussi dit, vous les économistes, bien sûr, nous qui ne sommes pas économistes, nous pensons que l'économie, c'est comme un gâteau. Alors, pour pouvoir le distribuer, ce gâteau à tout le monde, il faut d'abord donner la chance de l'agrandir. Et c'est cet agrandissement, justement, que les économistes appellent la croissance économique. Bien. Dans l'état actuel en Guinée, puisque on ne peut même pas entretenir le gâteau, à plus forte raison de parler de l'élargir, l'agrandir, nous pensons que le constat, comme vous le dites, il est très clair. Le constat est clair, c'est que le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement qui peut faire face comment on appelle, aux besoins de développement économique de ce pays. Et dans ces conditions, puisque c'est sur l'arène politique que tout doit se décider, il va donc falloir trouver des voies et moyens pour pouvoir effectivement réussir. Mais sur ce plan, pour que l'on puisse faire un changement en Guinée aujourd'hui, il y a deux possibilités, à mon avis. Soit on le fait par les urnes, ou on le fait par la rue. Évidemment, faire par la rue, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faut parler d'insurrection ou de coup d'État. Bon, les gens font partie des chefs d'État. Le dernier exemple au Burkina, il n'y a pas eu de coup d'État, c'est une insurrection. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dans les démarches politiques. Et justement, au plan de cette démarche, la question qui revient, c'est une question récurrente, et je crois que vous-même vous l'avez mentionné, partout où vous partez, on vous demande si l'un ou l'autre parmi les figures de proue, disons, de l'opposition, si l'un ou l'autre peut céder à la faveur, disons, en faveur de l'autre. Cette question, moi, je trouve qu'on doit être, disons, préparé à l'adresser à tout moment, mais on ne devrait pas aussi perdre de vue que cette question ne se ramène pas simplement à un cadre personnel. Sur ce plan, quand nous parlons de l'opposition, moi, mon problème, c'est que souvent, quand on parle d'opposition en Guinée, on a tendance à pouvoir compartimentaliser cette opposition. Les gens parlent d'opposition radicale, non d'opposition dans le centre ou d'opposition d'à côté. À mon avis, et selon moi, ma définition, quand on ne fait pas partie de la mouvance, on ne fait pas partie justement de l'équipe qui a fait la coalescence au niveau du parti au pouvoir, on est de l'opposition. Pour moi, donc, c'est une définition qui dit clairement que c'est une opposition plurielle. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'au niveau de l'opposition, il y a la tendance de pouvoir distinguer tel ou tel de l'opposition et en fonction de ça, justement, situer certaines priorités. Je ne sais pas. Ma première question à vous, M. Touré, je ne sais pas si vous pensez que, justement, en essayant de compartimentaliser l'opposition, on n'est pas en train d'affaiblir les voies et moyens qu'on aurait dû mettre ensemble pour pouvoir, justement, agir ensemble. À partir de là, je voudrais aussi vous faire remarquer que tout dernièrement, il y a eu à Conakry
dans le cadre justement de pouvoir aller d'une seule voie. Il y a eu des démarches qui avaient été entreprises. Je ne sais pas, je crois que vous avez eu vent certainement de la création d'un petit mouvement qu'on appelait le CEPAD. Bon, là, c'était simplement des partis politiques dont le leader était originaire de la Guinée forestière qui s'étaient retrouvés pour pouvoir aller et parler d'une seule voix. Et dans ce cadre-là, il y a eu des démarches et je crois que même le pouvoir avait essayé d'infiltrer le mouvement. Je ne sais pas si vous avez personnellement eu vent de cette initiative et si oui, je ne sais pas si vous avez entrepris une certaine, disons, une démarche pour pouvoir au moins prendre langue avec eux et savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qui est clair, c'est que en Guinée aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler on ne peut pas séparer malheureusement les tendances ethniques qui se dessinent au niveau de formation politique. En Guinée aujourd'hui, dès qu'on parle de parti politique, automatiquement on est en train d'indexer justement les formations ethniques auxquelles appartiennent les leaders de ce parti ou la majorité des membres de ce parti. Donc je voudrais savoir pour cette deuxième question si vous avez effectivement essayé, vous avez eu vent de cette initiative et si oui, quelles ont été les dispositions que vous aviez prises pour prendre langue avec ce mouvement. Je vous remercie. Merci donc à vous, docteur Gétoumoun depuis Utah. Monsieur le Président, à vous la parole. Bon, il y a beaucoup plus de commentaires que de questions. Hein. Je pense qu'il y a des problèmes sur lesquels je suis d'accord avec notre ami, à savoir notamment, il a donné un exemple qui est très bon, c'est le problème du gâteau. Ça, c'est vraiment cela. Nous avons un gâteau en Guinée, au lieu de s'agrandir, il rétrécit. Alors, dans la mesure où vous êtes en récession, c'est-à-dire non seulement vous ne créez pas de richesse, mais que vous en perdez pratiquement, oui, le gâteau rétrécit. Et si vous n'en créez pas pendant que ceux qui doivent consommer le gâteau, s'ils étaient 10, ils deviennent 11 ou 12, c'est comme si le gâteau avait rétréci. C'est ça le problème de la croissance économique qui n'est pas bonne par rapport à la population qui augmente. Donc, mais c'est justement le fait par lequel les gens doivent sanctionner les régimes. Parce que tout le monde a besoin d'avoir ou son gâteau ou son riz qui s'agrandit, parce que sinon la famille s'agrandit, la quantité de gâteau ou de riz ne s'agrandit pas. Ben, vous vous dites, écoutez, ce bonhomme-là qui n'est pas capable de nous donner les moyens d'agrandir notre consommation, ben, moi je ne vote plus pour lui. Mais ça, on le fait dans le cadre d'un régime où le vote a un sens. On peut tout dire du Nigeria, mais le système de vote était parfaitement correct. Vous avez une commission électorale indépendante qui était totalement indépendante, avec un président qui a fait son travail et qui n'a regardé ni à gauche ni à droite, où les résultats ont été publiés en face de tout le monde. Nous, ici, on concocte les choses et on veut vous les sortir comme ça, un jour comme un lapin d'un chapeau. Bien sûr que ça ne peut pas aller. Maintenant, vous avez fait beaucoup de commentaires sur la situation politique dans notre pays. Mais c'est tout ça qu'on veut effacer. Et c'est tout ça où il est bon que dans la mesure où il y a autant de crispation, il est bon d'avoir au moins un consensus sur un individu qui peut être accepté partout, pour au moins passer ce cap-là. Une fois qu'on aura fini ça, peut-être que avec le retour de la croissance, le retour du travail pour les uns et pour les autres, les Guinéens vont commencer à réfléchir autrement que par leur origine régionale ou je ne sais ethnique. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas, comme on le dit en droit, vous prévaloir de vos propres turpitudes. Tu ne t'assois pas, tu dis, moi, je vais voter pour mon cousin. Quand demain tout ça ne fonctionne pas, tu te plains, ouais, mais le pays ne va pas. Au moment où tu avais la possibilité de changer, tu n'as pas choisi le candidat qui pouvait changer et sur lequel on pouvait s'accorder, tu as voté pour ton cousin. Mais tu as créé le problème que nous avons exactement aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème d'éducation, un problème de formation sur lequel nous devons pouvoir travailler. Et franchement, c'est le travail qu'on essaie de faire. La tournée que j'ai faite en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en forêt dernièrement, c'était pour aller prendre le pouls, pour aller voir la température, pour aller voir à l'intérieur du pays. On a beaucoup insisté sur la forêt, mais j'ai tourné dans tout Farana, hein, que ce soit dans les sous-préfectures, Sandénia, ainsi de suite, Hiro, je suis passé partout, Bagnan, pour voir comment les choses aujourd'hui sont et quelle est la profonde réflexion autour de ces questions de subsides, de vie, d'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Et partout, j'ai entendu le même langage. Partout.
Tout le monde se plaint du fait que c'est devenu vraiment intenable. Donc je pense qu'à partir de là, on devrait se dire qu'en 2015, il faut poser le problème autrement. C'est le message que j'ai porté partout. Et là, vous me dites que les gens se sont organisés. J'ai entendu parler de cela. Mais c'est le général Zoumangui qui s'en était occupé. Et bon, on n'en a pas reparlé parce que quand je suis revenu là, il est reparti en forêt, il est rentré hier. Nous comptons discuter avec tout le monde, hein. Parler avec les gens pour leur dire, attention, c'est une opportunité unique que nous avons cette fois-ci. Faisons en sorte que le consensus l'emporte. Et qu'une fois que ce type est parti du pouvoir, on partage le pouvoir en travaillant avec des gens capables, en faisant l'unité nationale pour donner enfin une chance à la République de Guinée pour se sortir des errements que nous avons connus et qui se sont amplifiés ces 4-5 dernières années. Merci de Monsieur le Président. Dans 10 minutes, nous allons libérer Monsieur le Président, à moins qu'il nous donne donc, je demande donc à la communauté de nous préparer 2 auditeurs pour leurs questions sans commentaire. Mais d'ici là, Monsieur le Président, on ne veut pas tout à l'heure du cas de la France ou des États-Unis aujourd'hui. Moi, je dis toujours que l'autre base, l'une des premières bases de la démocratie, de la vraie démocratie en Afrique, c'est qu'il nous faut la fixation des dates de nos élections. Alors, pour cela, moi, en tant qu'un individu simple tuteur ici, je ne peux rien faire, mais je pense que, en tant que M. Sidya Touré, député de la République de Guinée, donc, avec ses compères, porté au niveau de l'Assemblée nationale, on est, si c'est le 25 décembre de chaque 5 ans ou de chaque 4 ans, on est la élections présidentielle, si c'est le 12 mai de chaque 4 ans ou 5 ans, on est la élections communale. Alors, mais depuis que vous êtes à l'Assemblée, Monsieur le Président, à moins que ça s'est passé sans bruit, hein, on n'a pas entendu parler d'un débat qui tourne ainsi autour de la fixation des dates des élections en Guinée, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas besoin d'un débat pour ça. La loi a déjà réglé ces questions, tant au niveau de la Constitution qu'au niveau de différentes lois organiques et autres. Quand on vous dit que le mandat, c'est totalement constitutionnel, chaque mandat qui est échu doit être renouvelé immédiatement. En ce qui concerne les élections communales, les mandats des maires et autres en Guinée, c'était 4 ans. La nouvelle constitution qui a été faite pendant la transition l'a porté à 5 ans. Et Alpha est arrivé, au lieu de faire les élections, il a prétexté d'une disposition qui dit qu'on pouvait mettre en place les délégations spéciales si les maires avaient commis des malversations avec, disons, leurs conseillers municipaux, mais que ceci avait été constaté par la justice. Malgré ça, il est allé outre. Il a mis des délégations spéciales. Mais la loi sur le code des collectivités est très claire. Les délégations spéciales ne peuvent être maintenues en place que pendant 6 mois. C'est très clair. Au-delà de 6 mois, ça devient totalement illégal. Donc, vous devez faire les élections. Donc, on a demandé effectivement, avant même que l'Assemblée soit installée, qu'on ait des élections. Les élections ne se sont pas tenues. Nous les avons inscrits dans le cadre des accords pour dire attention, les mandats sont échus. Quand vous allez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre civile de 8 ans. 3000 morts après pour les élections présidentielles. Le président de la République a été installé en mai. Avant 6 mois, 8 mois, 1 an, toutes les élections étaient déjà terminées. Mais c'est cela la loi. Parce que vous avez besoin de mettre en place toutes les institutions qui contribuent à la démocratisation de votre pays. Tous les pays partout ailleurs ont des mandats, quand ils sont échus, ils sont renouvelés. Donc il n'y a pas besoin d'un débat pour ça. Le débat à l'Assemblée nationale, on a beaucoup de problèmes par rapport à cela. Parce que voilà une Assemblée nationale qui n'a même pas pu, jusqu'à présent, mettre en place son propre système de fonctionnement, à savoir son règlement intérieur. On n'a pas pu le voter. Parce que c'est un vote qui a besoin de 2/3 de l'Assemblée nationale. Et impossible. Normalement, on aurait dû arrêter tout pour se fixer sur cela. Mais nous sommes dans un pays où, je dis, la gestion de l'exécutif a complètement déteint sur l'ensemble de toutes les institutions parce qu'on veut tout caporaliser à partir de la présidence de la République. Les décisions qui doivent être prises à l'Assemblée ne sont pas respectées, les décisions qui sont prises dans d'autres institutions ne le sont pas, les accords qui sont faits ne sont pas respectés. Ça, c'est le propre du régime guinéen. Mais sinon, ça n'a pas besoin de débat parce que la loi a fixé tout cela de manière très claire. On n'a pas besoin d'un nouveau débat. Merci, Président. Ma dernière question à vous avant d'aller sur l'autre pour sa question.
la ville morte de jeudi passé, c'était de revendiquer donc un seul communal avant les présidentielles. Et jusqu'à aujourd'hui, la mouvance ou la présidence se tient toujours à ce qu'il n'y aura pas de communal avant les présidentielles. Et donc, les présidentielles étant positionnées pour le mois d'octobre, donc dans 6 mois, moins de 6 mois. Alors, comment l'opposition va faire, qu'allez-vous faire si jamais le président de la République ne veut pas sur sa décision, monsieur le président? Je crois que c'est toujours la même histoire. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas organisé les élections communales alors que la CENI avait déjà effectué ce travail? 6 millions de cartes d'électeurs avaient été commandées. Ils ont recruté un assistant pour venir travailler avec eux pour cette question, un certain Damblé qui est venu du Mali, qui nous a coûté 2 millions d'euros. Lors des débats budgétaires, ils ont demandé l'argent nécessaire pour l'organisation de ces élections l'année dernière. Ça a été mis en place au niveau du budget. Le reliquat qui manquait aurait été obtenu par financement extérieur. Le redécoupage électoral a été fait. Donc tout était prêt pour qu'en avril on ait les élections communales. Le refus de le faire ne vient que d'un positionnement politique pour essayer de faire en sorte que le débat se perde encore dans ce genre de discussion en Guinée. Donc nous disons, en plus de cela, ce que je venais de vous dire, on ne peut pas dire que la dernière élection des maires des communes dans ce pays s'est tenue en 2005 et que la prochaine fois qu'on va voter pour les maires c'est en 2006, ça fait 11 ans. Vous trouvez ça normal dans quelle démocratie au monde? Donc le problème n'est pas du tout un problème qui est posé par nous, c'est un problème volontairement posé pour le pouvoir pour nous permettre de faire ce que nous avons fait en 2011, 2012, 2013, c'est-à-dire un débat électoral sur les élections en Guinée jusqu'à la fin des temps. Ça nous évitera de parler du bilan. Et je me rappelle celui qui a parlé du gâteau tantôt, il a tellement bien dit cela. C'est ça qu'on vous demande, on vous dit, mais dis donc, toi tu es venu ici depuis 5 ans, notre gâteau était là, tu nous l'as porté jusqu'où? Le gouvernement guinéen n'est pas capable de vous donner ces explications. Alors il vous dit non. Le problème du gâteau, c'est pas ce qui est le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas faire cela. Il faut que nous évitions de tomber dans ce piège-là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le bilan d'Alpha Condé. Les élections doivent se tenir à date. Les élections des communales sont terminées. Leur mandat est arrivé à échéance, ils doivent se tenir. Quand ils auront fini, on fera les élections du mandat qui finira, c'est-à-dire la présidentielle qui ne finit qu'en octobre-novembre là-bas. Donc c'est totalement légal, légitime et parfaitement fait au niveau de la CENI. Tout ça était déjà préparé. C'est juste une volonté de poser un problème, c'est tout. Merci à vous, monsieur le président. Kabyle technique, 2 éditeurs pour monsieur Sidia avant qu'on nous donne le mot de fin au panélistes, s'il vous plaît. Cette pause musicale, est-ce qu'on a le bloc qui est prêt pour sa question? Jean Haba. Monsieur Jean Haba, allez-y pour votre question très rapidement, sans commentaire s'il vous plaît, trop oublié. Oui. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur le président Touré. Bonjour. Voilà, je suis monsieur Haba, je vis au Michigan, je suis très heureux de vous attendre sur les ondes de la radio de la diaspora. Et ça fait toujours un plaisir de communiquer avec vous. Je ne veux pas revenir sur les commentaires sur lesquels sont revenus largement mon confrère Jutomou. Dr Jutomou est aussi bienvenu depuis le Canada. Seulement, j'ai voulu juste attirer votre attention, du moins si vous posez la question, est-ce que monsieur Touré, vous avez la conscience qu'aujourd'hui, s'il était question de candidat unique de la forêt, vous êtes l'homme le mieux placé ou qui est à peu près dans le cœur de toutes les couches de la Guinée. Et si c'est le cas, il serait nécessaire aujourd'hui de penser déjà à éviter les erreurs que nous avions commises en 2010, parce que les négociations se sont faites au niveau du sommet, au niveau des partis politiques pour faire les coalitions, pour faire
les regroupements au niveau des partis politiques, mais à la base, nous avons ainsi pensé à une certaine exclusion des partis qu'on appelle des petits partis, qu'on qualifie en Guinée aujourd'hui des petits partis. Et justement, c'est sur la base de ces frustrations d'exclusion de ces petits partis que le RPG a fondé un soi-disant RPG arc-en-ciel qui a donné un peu un engouement autour du parti, malgré qu'au-delà de tout ça, là, il y a eu des fraudes massives qui ont fait que aujourd'hui on est dans ce mal-là. On est dans ce mal d'un président qui est à la tête de l'État qui ne veut rien comprendre. Aujourd'hui, est-ce que M. Sidia a d'abord la conscience qu'il est le candidat transversal, ce candidat qui est dans le cœur pratiquement des gens? Et si c'est le cas aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous prenez, ou du moins quel rôle que vous jouez aujourd'hui pour faire face à tous ces petits partis que vous qualifiez de petits partis qui ont eu de la frustration en 2010 et qui se sont éparpillés partout pour donner l'occasion à Alpha Condé d'être président aujourd'hui? Merci, M. Haba. Je vois que M. le Président a dû saisir la question. Allez-y, monsieur le Président, s'il vous plaît. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de dire ce que vous dites. La situation, elle est vraiment très difficile. Je suis conscient de ce que, comme vous l'avez vu dans ces images qui sont passées partout, quand je vais au Fouta, je dors à Almamia, c'est-à-dire là où il y a la chefferie Pulse, là où il y a ma chambre. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais en Haute-Guinée, je parle avec les gens, vous l'avez vu à Farana, je dis partout. En forêt, on n'en parle pas parce que bon, moi j'ai passé mon enfance en forêt de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, parce que Dembokro, c'est une zone forestière, et les cultures ne sont pas extrêmement différentes. Donc, je connais un peu comment les gens... ça ne me pose pas de problème. Mais je crois que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est comme ça que je me perçois, comme étant un Guinéen complet. L'objectif aujourd'hui, quand nous avons affaire à quelqu'un qui veut vraiment diviser le pays, c'est effectivement d'aller vers le consensus pour montrer à nos compatriotes qu'au fond, nous pouvons tous vivre ensemble. Ça, c'est vraiment mon objectif majeur sur lequel je travaille. Maintenant, vous m'avez dit, oui, en 2010, on n'a pas tenu compte. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Nous avons commis des erreurs parce que j'ai pris des décisions moi-même sans respecter ce que les gens à la base proposaient. Je pense que cette fois-ci, quel que soit le cas de figure, nous irons vers les uns et les autres pour qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur la manière dont les choses doivent se faire. Et la décision qui sera prise à la base sera celle qui sera appliquée là-haut. Je dois vous dire aussi que l'histoire des élections, on pensait que c'est les petits partis, ils ont fait gagner Alpha Condé. Non, il y a eu des fraudes aux élections dès le premier tour. Si vous vous souvenez, le conseiller juridique de la CENI, Maître Abbas, a fait une conférence de presse pour dire que Alpha Condé n'était pas en deuxième position et que c'était moi qui l'étais et que ce changement-là lui fait comprendre que ce n'est pas des élections qu'on voulait faire. Et il a démissionné de son poste en 2010. Le conseiller juridique de la CENI, Maître Abbas, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il a fait une conférence de presse, il a donné le vrai chiffre et il a démissionné. Donc ça a commencé dès le premier tour. Ceci a continué. Nous sommes dans un système de fraude qui malheureusement n'a même pas cherché à se qualifier un peu plus. On part de 18%, on arrive à la fin, on gagne les élections, et quel 18%? 18% triché. Malgré cela, on n'arrive même pas à mettre les Guinéens ensemble. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et je dis pourquoi nous devons nous regrouper. Nous ne devons pas prendre ces élections pour encore des histoires de cousins, de frères, d'oncles, de tantes ou de je ne sais de régions. Mais nous devons prendre cette élection comme étant la meilleure manière aujourd'hui de bouter hors de chez nous ce régime-là pour que la Guinée ne continue pas à s'enfoncer. C'est de la responsabilité de tout le monde. Il faut qu'on le comprenne définitivement et que nous aussi, nous puissions dire ouf un jour et se dire bon, enfin ce pays est en train d'évoluer. C'est pour cela que nous discutons de ces questions. Et moi, je pense qu'on peut prendre le pouvoir dans ce pays, le partager, faire en sorte que chacun se sente inclus. Le régime de Houphouët dans lequel j'ai travaillé pendant près de 20 ans, le pouvoir a toujours été partagé. Et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il n'y a pas besoin de s'asseoir sur cela tout seul, parce que ça ne produit rien. Malheureusement, ceux qui le font n'ont aucune culture de gouvernement, n'ont aucune culture de gestion, n'ont aucune culture de rien du tout. Sauf un peu des débats entre partis politiques qu'ils ont fait toute leur vie. Donc on a un problème. On doit se mettre ensemble pour franchir ce cap-là. C'est vraiment mon impression, mon intention et ma volonté. C'est ce vers quoi je tends. Et moi, je vous remercie de tout ce que vous dites par rapport à ça. Mais je vous demande aussi, honnêtement, de faire en sorte qu'on contribue à ça. Et qu'on essaye
de faire en sorte que ces élections ne soient pas uniquement claniques, régionales, sinon nous allons vers des lendemains qui vont planter. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur Haba depuis Michigan. Une dernière question de la part des leaders, au niveau de la cabinet technique, avant de demander à Monsieur Sidia quelles étaient ses mauvaises impressions sur l'état des routes de nos villes. Hein, parce que je commence à sortir de mon timing. Hein, il ne faut pas faire long maintenant, pardon. Je suis très pris. Ok. Merci bien donc à vous, M. Sidia. Donc, la dernière question au niveau de la cabinet technique, allez-y pour votre dernière question. S'il vous plaît. Ça fait 1 heure, donc voilà. Non, il n'y a pas en bas. Pira, heureusement, il n'y a pas de questions pour la cabine. Ok, donc je me retrouve donc au niveau de M. Neman Chérif pour nous remercier, M. le Président, et en même temps donner ses dernières impressions s'il y a une dernière question. M. Chérif? Oui, je voulais dire encore une fois merci, monsieur le Président. Et je crois ce que j'ai toujours dit dans les antennes, que nos gouvernements, de ceux qui les ont maintenant, n'ont jamais voulu que le peuple ait un niveau assez appréciable pour contribuer à l'évolution du système politique de chez nous. Voilà l'une de nos difficultés sur le terrain. Quand on parle des élections, les gens ont déjà oublié ce qui s'est passé en 2010. Les gens ont déjà oublié ce qui s'est passé en 2013. Les gens oublient les violences graves commises par l'État contre la population, puisque dans nos villages, à l'intérieur du pays, on fait croire que c'est seulement Conakry qui existe. Quand on parle de la Guinée, c'est Conakry. Et quand vous avez gagné les législatives à Conakry, on pense que ça, c'est la parfaite démocratie. Moi, je disais plutôt avant que votre arrivée que les élections, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour qu'on parle de démocratie dans un pays. Aujourd'hui, je voulais vous remercier seulement pour continuer le combat, et je crois cette fois-ci, il ne faut jamais éliminer une stratégie autour de la table. La puissance de notre combat aujourd'hui, c'est d'aller, comme vous avez été précis, d'enlever Alpha au pouvoir. Parce que c'est un mal. Le mal, là, n'est pas un Guinéen seul qui consomme, c'est tous les Guinéens qui le consomment aujourd'hui. Donc, nous vous encourageons et nous sommes là. Et je crois que s'il y a l'alternance, ceux qui vous demandent est-ce que vous allez céder à X ou à Y, je me dis que vous avez déjà fait un premier pas. En 2010, vous avez cédé à quelqu'un, malgré que c'était évident que vous étiez au deuxième tour. Rappelons à l'histoire que Mamadou Siraj avait donné, lors d'une élection, avait donné la voix à Mamadou, mais quand il était revenu à Mamadou de donner la voix à Sirajou, Mamadou avait refusé. D'où la création de l'IFDG. Nous nous connaissons tous. Nous ne voulons pas créer des problèmes, mais ce que nous voulons, c'est que l'objectif commun à nous tous, c'est qu'il y ait des élections transparentes, équitables et vérifiables, acceptées par tout le monde pour qu'Alpha puisse quitter. Et Martin Gamama a toujours dit, si les élections sont crédibles, transparentes, c'est la seule condition. Mais comme les gens parlent de démocratie, mais on ne peut aller aux élections avec celui qui croit à la démocratie, malheureusement. Mais Alpha Condé n'a jamais cru à la démocratie. Depuis la fondation de son MND, qui est devenu le RPG aujourd'hui, il a souscrit à la violence de l'État. C'est la seule notion de l'État qu'il connaît. Aujourd'hui, le peuple consomme cette violence-là sur tous les plans économiques, social, physique, mental. Tous les Guinéens sont victimes. Et c'est tellement évident qui fait que nous sommes tous bloqués à l'extérieur, malgré que nous voulons nous retourner chez nous. Mais la violence, elle est sur tous les plans. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de santé. Comment nous pouvons nous retourner? D'autres sont bloqués, mais malheureusement, ceux qui sont bloqués à l'extérieur ne savent même pas que c'est cette même violence-là qui les bloque à l'extérieur du pays. Il n'y a pas d'université de Nord, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Donc, mais nous sommes là, nous sommes à l'école, nous allons vous encourager, nous allons venir sûrement et massivement, ce que je demande à tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui croient que vraiment nous sommes bloqués à l'extérieur à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de tous les mots que je viens de préciter. Nous allons rentrer, nous les demandons de rentrer en 2015 pendant des élections pour chasser Alpha du pouvoir. Merci bien, M. Chérif, depuis Washington. Donc, l'opportunité à M. le Président de nous dire son dernier mot et nous sommes à sa disposition. Merci pour votre temps et bonsoir de votre côté à Conakry, M. le Président.
Allô, M. Sidia? Je crois qu'elle est partie. Oui, sûrement. Bon, c'est pas évident quand on vient de réunion hebdomadaire et puis donc nous allons faire 10 minutes, 10 à 15 minutes, disons 20 minutes pour pouvoir tomber dans l'émission de M. Jean tout à l'heure. Donc nous allons consacrer 20 minutes de parler un peu de l'après Sidia et qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que cette alternance soit une réalité. Alors, je vais donc commencer par M. Haba depuis le Canada. M. Haba? Oui, je suis très content de l'intervention de M. Touré, de M. le Président de l'UFR. Je pense que c'est sur quoi je voulais juste poser une dernière question. Malheureusement, il est parti. C'est clair qu'on arrive à un constat très évident. C'est qu'aujourd'hui, d'après lui, la majorité des Guinéens ne veulent pas d'Alpha Condé. Et ce régime-là a vraiment échoué sur plusieurs plans. Aussi, tous les sympathisants de l'opposition arrivent également à un constat. C'est que pour battre le président actuel, il faudrait bien une coalition et la présentation d'un candidat unique pour l'affronter. Mais ce sur quoi le président de l'UFR est resté flou et que beaucoup de politiciens, de grands leaders politiques guinéens restent flous, c'est de savoir comment ils vont choisir le candidat unique. Et pour moi, c'est la question centrale de tout ce que nous disons. Certes, le président a dit que c'est à la charge de tout le monde, c'est à la charge de chacun, de la société civile, mais en étant des leaders, c'est à eux de canaliser cet élan-là et surtout de le matérialiser. C'est à eux de trouver des méthodes, des moyens pour choisir entre eux celui qui va être plus représentatif du peuple. Ce n'est pas au peuple de le faire, ce sera à eux. Au Nigeria, par exemple, ce n'est pas le peuple qui est venu. Il y a eu une association populaire pour aller changer le PDP. Parce qu'on pense que le PDP a échoué sur tous les plans. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont décidé d'une coalition. Ensuite... Oui. Là, vous avez raison. Parce que je vois que même au niveau du Burkina, c'est pas que tous les Burkinabés sont sortis seulement le matin. Il a fallu les leaders d'opposition qui sont réunis, qui ont analysé, qui ont déchiffré le chemin. Merci à notre... rapidement, Dr. Jetemou, vous êtes avec nous? Je suis là, j'étais pratiquement en train de partir. Mais je suis toujours là. Votre dernier mot, et puis par rapport à sa communication, et cette affaire de candidat unique dont les gens ne veulent pas vraiment se prononcer là-dessus par rapport à qui il faut, pourquoi il faut. Alors, allez-y pour votre commentaire et puis nous allons clore ce débat, docteur. Bon, écoutez, moi je crois que les constats sont clairs. En fait, si nous avons dit que la seule façon, à l'heure actuelle, la seule méthode pour battre démocratiquement Alpha, c'est effectivement de trouver un candidat unique. Le problème, ce n'est pas le principe justement de pouvoir battre Alpha Condé par la voie des urnes en cherchant un candidat unique. Le problème, c'est quelles sont les démarches pratiques pour pouvoir effectivement trouver ces candidats uniques. Et là, justement, il faudrait que les uns et les autres essaient de mettre leur ambition personnelle en poche au cas où le vote ne tomberait pas sur eux, ou alors où le choix ne tomberait pas sur eux. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'au niveau des figures de l'opposition, j'avais voulu poser cette question, les gens ne sont pas sûrs effectivement si l'un ou l'autre peut accepter ou se retirer en faveur de l'autre. Alors, étant donné que cette décision n'est pas prise, étant donné qu'il n'y a pas de clarté, disons, ça pose davantage de problèmes au niveau justement de la conception même de cette stratégie. Même si vous vous entendez, si vous ne pouvez pas vous entendez pour aller ensemble, mais vous ne vous entendez pas pour qui vous allez mettre devant, ça veut dire que vous n'allez pas ensemble. Et c'est effectivement ce mouvement-là qui a commencé au niveau, nous avions pensé que au niveau de vous avez peut-être dû entendre parler de cela. En Guinée forestière, effectivement, les leaders politiques avaient dit de se mettre ensemble. Moi, je disais que dans cette démarche, il y a deux niveaux. Il faut d'abord qu'on s'entende au niveau du principe.
Le principe, c'est quoi? Accepter d'aller ensemble. Deuxièmement, se mettre ensemble pour savoir la méthodologie. Et la méthodologie, nous avons dit que la meilleure façon, c'était peut-être d'abord de dégager les critères. C'est comme si vous allez chercher un emploi. Là, l'emploi que vous cherchez, on va vous dire on a besoin de quelqu'un pour faire ce travail, pour rencontrer tel ou on décrit d'abord effectivement toutes les fonctions qui doivent être exécutées. En fonction de ça, si vous vous entendez sur ce qui doit être fait, maintenant vous lancez un appel à candidature. Les candidats vont venir en fonction de leur présentation, de leur CV ou de leur expérience. On va dire, voilà, c'est tel ou tel qu'on choisit et on peut peut-être réduire la liste à 2 ou à 3. On peut faire un vote. Mais quand il y a une multitude, ça devient compliqué, surtout que dans ce cadre-là, lorsque les gens sont en train de faire les démarches, ce n'est pas tout le monde qui vient avec la conviction ou alors le désir réel de participer à la chose. Certains sont là simplement parce que ils ont été envoyés pour épier les autres. Et ça, au niveau du CEPAD, malheureusement, ça a été le cas, parce que dès que les gens se sont retrouvés, par après, on entend que les gens vont faire des tournées pour dire que c'est eux qui sont maintenant les candidats. D'autres vont, et à la suite, il y a eu toute une série, et c'était justement ce qui a fait capoter l'effort. Et à l'heure actuelle, le CEPAD, il ne vit que maintenant que dans les souvenirs. Alors que l'initiative, c'était ça. Faire cette réunion au niveau d'abord de la Guinée forestière, ça c'est à l'interne, au niveau de la Guinée forestière, et à travers ça, élargir maintenant, faire des sorties vers les autres, ce serait beaucoup plus facile à ce niveau-là. Bon, moi je pense que M. Touré, comme il l'a dit, c'est un technocrate, tout le monde sait, il a travaillé en Côte d'Ivoire, et il a cette expérience de gestion. Effectivement, quand vous l'approchez, vous parlez, vous savez que c'est un homme qui a faim. Il a cette expérience et surtout, il a cette compétence, c'est ça qu'il faut lui donner. Il a cette compétence, il travaille, c'est un économiste, et il a montré effectivement qu'il peut faire un travail. À l'heure actuelle, le déficit économique qu'il y a en Guinée, on n'a pas besoin de donner ça à quelqu'un qui est un amateur. On a besoin vraiment de, comment on appelle, des compétences moulées et prouvées à d'autres niveaux, à des niveaux, disons, au niveau international, par exemple. Alors, moi, je suis sûr, ça ne va pas être facile, mais il faut que toutes les influences, toutes les pressions que l'on peut exercer sur l'ensemble de la classe politique, qu'il faut que toutes ces pressions-là soient exercées pour que les gens comprennent que la Guinée est d'abord, elle est au-dessus de tout le monde. Et si cette Guinée-là marche bien, mais chacun s'y retrouvera et il y fera bon vivre. Et tant qu'on n'est pas arrivé à se convaincre que moi je peux ne pas être président de la République, mais que si l'autre est, et il est en train de faire le travail que moi j'ai à cœur, ça veut dire que je suis en train de faire ce travail. En ce moment, on peut se mettre à la disposition de ces gens pour faire avancer la cause commune. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, je vous remercie justement de pouvoir organiser des débats de ce genre pour savoir ce qu'il faut faire, parce que cette Guinée-là, c'est la seule entité que nous avons et à laquelle nous tenons tous. Donc, je vous remercie. Nous de vous remercier, Dr. Jotomo. Je vais donc ce M. Jean Haba depuis Michigan pour sa dernière élection avant de clore la porte fin de cette émission. Et je vous rappelle que avec la radio, nous tenterons peut-être la semaine prochaine, disons le samedi prochain, d'avoir monsieur, je vois que c'est monsieur Tunkara, le tout nouveau président de l'UGDD, suite au congrès qui vient de se terminer. Donc, si tout va bien, vous aurez donc le calendrier de la semaine prochaine. Monsieur Jean Haba, allez-y pour votre commentaire et en même temps, je vous donne l'opportunité de remercier l'ensemble des auditeurs pour vous. Oui, monsieur. Okay. Oui, merci Peter. Je voulais juste faire un tout petit commentaire par rapport à la question de candidat unique que M. Touré a envoyé au niveau de la population des militants. Et moi, je pense que ce serait quand même une erreur de sa part si il a envoyé cette question-là au niveau de la population, parce que une question de telle importance stratégique ne peut pas être débattue au niveau de mouvements populaires. C'est d'ailleurs cette erreur qui a fait qu'en 2010, on s'est retrouvé avec Alpha, président de la République. Je pense qu'en politique, à un moment donné, il faudrait que le leader, c'est d'ailleurs là le sens étymologique même du mot leader,
Il faudrait qu'à un moment donné, ceux qui se disent leaders prennent des dispositions stratégiques pour pouvoir orienter la masse. Mais si on se laisse toujours orienter par la masse en tant que leader, je pense qu'on commet des dérapages qui peuvent nous coûter cher en politique. Ça appartient aujourd'hui, à mon sens, aux leaders politiques de modéliser le choix de cette candidature unique. J'apprécie beaucoup l'hypothèse avancée par Dr Jutomou qui dit que peut-être cette modélisation devrait normalement passer par la consistance, l'organisation des entités, des ensembles. Je suis parfois un peu en opposition avec certains qui pensent qu'il faut prendre la politique au niveau national de façon globale comme ça. Mais je pense que pour être un peu consistant et un peu ordonné et concret, il faut être structuré depuis la base en montant vers le sommet. Je pense qu'aujourd'hui, la nécessité se pose d'organiser ces ensembles, surtout pour ceux qui nous concernent la forêt, de terminer ce processus de consensus unique autour de quelqu'un, d'un candidat unique qu'on va tous supporter, qui va peser lourd dans la balance de la nation guinéenne. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire, nous, à notre niveau. Il faudra absolument aller dans ce sens-là. Et dès que l'unification est faite au niveau de la forêt, on peut aller au niveau de la nation. Et là aussi, on sait déjà qu'il y a des ensembles naturels qui sont au niveau de la Haute-Guinée, au niveau du Fouta, au niveau de la Basse-Côte, qui, même si ça tâtonne encore, mais au moins ils sont un peu sur la voie de trouver un consensus minimum autour de certains éléments. Mais le plus grand problème de la Guinée aujourd'hui se trouve au niveau de notre forêt, où nous ne nous attendons pas du tout jusqu'à présent, on ne sait pas où nous en sommes avec cette affaire d'identification politique et d'unité politique. Je pense qu'il est nécessaire qu'on travaille en interne sur cette question-là, et comme ça nous pourrons peser lourd dans la balance au niveau de la négociation au niveau national. Merci Peter et merci à la radio, à toute l'équipe de la radio. Ozali